Et donc se retrouver entre nous aussi, ça permet au mieux de s'auto-représenter donc, et aussi d'éviter un peu la narrative médiatique où on parle toujours de nous, jamais avec nous. Et donc se retrouver entre jeunes femmes musulmanes ou femmes musulmanes tout court, ça permet de donner un message d'espoir pour dire aux femmes musulmanes, aux musulmans en général et à la jeunesse que c'est possible d'avoir un impact. Bienvenue dans ce nouvel entretien sur la chaîne M&M, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui incarnent la foi, la réflexion et l'engagement. Aujourd'hui, on reçoit une voix jeune, brillante et déterminée. Étudiante à Sciences Po Lyon, double licence en droit et sciences politiques, militante active contre le racisme et contre l'islamophobie. Elle cite aussi bien Malcolm X que Gisèle Halimi et elle fait partie de cette génération qui refuse de rester silencieuse face à l'injustice. Avec nous aujourd'hui, Lina Beji, membre de l'équipe Khlas les clichés. Salam alaikum Lina, merci d'être là. On va parler de foi, de combat et de ce que ça fait d'être une femme musulmane engagée en France. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Salam Elias. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, je suis étudiante à Sciences Po Lyon, j'ai 24 ans et je suis membre de Khlas les clichés. Donc, ça fait à peu près 2 ans que je fais partie du collectif et du média. Et globalement, dans ma vie personnelle extrascolaire, j'ai toujours été très active au niveau du combat antiraciste et contre l'islamophobie. Okay. Et j'ai aussi plusieurs facettes dans mes combats, c'est-à-dire que je ne réduis pas que à ça. Donc je fais partie d'autres associations qui militent en fait globalement pour les droits humains et contre les injustices. D'accord, enchantée Lina. Merci. Tu fais partie d'une génération qui parle haut et fort. Qu'est-ce qui t'a donné envie, très jeune, de t'engager plutôt que d'attendre que les choses changent toutes seules ? C'est vrai que depuis que je suis assez jeune, je me suis engagée. Depuis le collège, je dirais que j'ai commencé à m'intéresser globalement à la question des droits humains et de la lutte contre les inégalités. Mais ça s'est vraiment concrétisé une fois que j'ai commencé l'université, donc quand je suis arrivée à Lyon. Et j'ai eu en fait un déclic aussi par rapport à l'actualité parce que les années où j'ai commencé mes études, ça coïncidait aussi avec les élections présidentielles. Okay. Et du coup, il y avait vraiment une montée des discours islamophobes, racistes, etc. Et je me suis directement sentie concernée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux vraiment faire concrètement pour lutter contre ça, plutôt que me sentir un peu passive et impuissante. Okay. Et en fait, j'avais juste envie de m'engager concrètement parce que le domaine des droits humains et des droits humanitaires, ça a toujours été quelque chose que je voulais apporter dans ma vie professionnelle, mais je me suis dit je dois commencer aussi dans ma vie personnelle à l'intégrer dans mon quotidien et dans mes combats pour ensuite aussi être plus compétente au niveau professionnel. Okay. Tu cites Gisèle Halimi et Malcolm X comme inspiration. Qu'est-ce que tu retiens d'eux dans ta manière à toi de militer ? Alors tout d'abord pour Gisèle Halimi, je me reconnais beaucoup en elle aussi par rapport à déjà ses origines parce que je suis tunisienne comme elle et on a un peu un début de parcours similaire dans le sens où moi je suis arrivée en France après mon bac comme elle pour faire des études en droit. Et en fait, elle a une multiplicité dans son combat qui était vraiment très inspirant, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas limitée seulement à la lutte pour les droits des femmes ou pour les minorités raciales, etc. Elle a vraiment élargi son combat. Par exemple, elle militait contre la peine de mort, pour le droit des personnes palestiniennes, algériennes pendant la colonisation. Okay. Et donc, je me suis vraiment reconnue dans sa diversité de combats et le fait qu'elle n'a jamais baissé les bras malgré le fait qu'elle était une minorité en France à une époque où c'était difficile d'être une femme avocate avec une présence très forte médiatiquement et politiquement. Ok. Et pour Malcolm X, ça serait plutôt aussi ses qualités militantes et oratrices. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de personnes qui est visiblement aussi impactant et inspirant. Et aussi le fait que c'était un militant musulman noir. Donc il avait un aspect double dans son combat où non seulement il portait la voix des personnes musulmanes, qu'il intégrait directement à la question raciale et à la lutte contre la ségrégation et les inégalités raciales aux États-Unis, qu'il élargissait au monde entier. Et je trouve ça très inspirant, surtout parce que je me dis, moi, en tant que Tunisienne, c'est important pour moi de porter un antiracisme qui englobe toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, à travers aussi le prisme de l'islam,
où en fait, je trouve que dans la foi islamique, on retrouve justement ces inspirations-là de combat contre les injustices. Et donc vraiment, pour moi, Malcolm X et Gisèle Halimi, ils me représentent le mieux au niveau de mon idéal de comment je veux être en tant que militante. Ok. Khlas les clichés, c'est une page qui bouscule les idées et donne une voix à ceux qu'on entend peu. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, personnellement, à rejoindre cette aventure et à t'engager dans ce combat médiatique ? Donc avant Khlas les clichés, j'ai fait partie de plusieurs associations, donc d'associations féministes, de lutte pour les droits des étrangers, contre le racisme, mais jamais une association spécifiquement qui concernait les femmes musulmanes, la lutte contre l'islamophobie et la représentation des femmes musulmanes. Okay. Donc j'ai décidé de rejoindre cette association parce que j'avais même personnellement, moi, ce besoin de me retrouver entre femmes musulmanes dans un contexte sociopolitique en France où on se sentait très en fait, oppressé et mal écouté. Et donc j'avais besoin de ce retour en communauté aussi, donc entre femmes musulmanes, et de pouvoir porter un combat commun entre nous. D'accord. Tu dis que ton intérêt pour les sciences politiques vient d'un sentiment de sous-représentation. Comment on garde la foi et la motivation dans un milieu où on se sent parfois toléré mais pas accepté ? Oui, effectivement, moi, depuis que je suis très jeune, j'ai ressenti ce besoin de m'engager en politique et de faire des études en politique pour mieux comprendre ce milieu aussi. Parce que je me disais, en fait, je ne vois pas des femmes musulmanes, maghrébines qui me ressemblent. Okay. Ou les rares cas où c'était très instrumentalisé aussi, leur identité. Et donc, je voulais, en fait, moi, comprendre mieux la politique pour me dire que si un jour j'arrive à avoir une voix qui peut porter un petit peu, d'être la représentation que moi, j'ai jamais eue. Donc c'était important pour moi de m'engager dans ces sphères-là pour aussi donner un peu un message d'espoir à la moi plus jeune qui se sentait très seule et incomprise dans les injustices qu'elle subissait. D'accord. Tu as vécu du harcèlement à cause de ton militantisme. Comment est-ce que tu transformes ces blessures en force ? Donc, dans mon parcours militant, c'est vrai que j'ai malheureusement subi du harcèlement et des difficultés parce que lorsqu'on est une voix visible et qui porte, il y a souvent en face des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que toi, qui vont être contre toi et contre tes idées. Donc moi, ma force, je l'ai aussi puisée dans mon entourage familial, amical, qui ont été un soutien émotionnel, psychologique énorme. Donc ça m'a aussi rappelé le sens de la communauté qui était très importante et le fait de, en fait, jamais abandonner et que ça fait malheureusement partie du parcours militant de faire face à cette vague de haine, de difficultés, d'insultes, de harcèlement. Mais en fait, pour moi, je le vois toujours dans le sens où lorsqu'il y a ces réactions, ça veut dire qu'on dérange. Et lorsqu'on dérange, ça veut dire qu'on a un impact. D'accord. Tu milites contre l'islamophobie, mais tu refuses de réduire ton combat à ça. Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'on comprenne enfin sur ce sujet ? Mais je dirais que la lutte contre l'islamophobie, elle cache derrière elle énormément de combats. Donc j'aimerais qu'on comprenne en fait l'importance qu'à travers l'engagement contre l'islamophobie, on s'engage aussi contre le racisme, mais aussi contre toutes les inégalités. Parce qu'aujourd'hui en France, les personnes qui subissent le plus le contexte socio-politique, la montée de l'extrême droite, c'est notamment les personnes musulmanes. Mais derrière ça, il y a énormément de minorités raciales ou religieuses qui peuvent subir la même chose. Donc pour moi, commencer à s'engager par rapport à la lutte contre l'islamophobie en tant que personne musulmane, ça peut aussi inspirer des personnes non musulmanes à s'intéresser au combat et aller en fait à la source de l'islamophobie. Et on réalise qu'il y a beaucoup de racines coloniales. Ça permet aussi de comprendre le contexte français, le lien avec l'immigration maghrébine, musulmane. Et donc, à travers la compréhension de ce que représente l'islamophobie aujourd'hui en France, on comprend comment est-ce qu'on peut plus efficacement lutter contre toutes les injustices qui sont présentes aujourd'hui dans notre pays. Okay. Tu as animé des formations dans des universités. Est-ce que tu sens que les mentalités changent ou qu'on est encore au stade de pédagogie de base ? Alors, je dirais que ça dépend des milieux dans lesquels je suis allée. Je suis allée vraiment dans des écoles publiques comme dans des écoles catholiques privées où des fois, c'est sûr qu'il va y avoir des types d'étudiants qui vont être un peu plus fermés aux questions antiracistes et lutte contre l'islamophobie. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la sensibilisation. Donc, il faut adapter le type de formation qu'on fait au public qu'on a en face et essayer d'amener les personnes vers ces questions-là et aussi amener une remise en question sans forcément les culpabiliser parce que je pense que c'est pas forcément la faute d'une personne qui a grandi dans un milieu où il peut y avoir des stéréotypes racistes dans leur quotidien, mais plutôt leur dire que en fait c'est pas une fatalité en soi et c'est possible d'intégrer des outils
dans notre quotidien pour pouvoir plus efficacement lutter contre ces clichés islamophobes et racistes. Ok. Tu dis que le succès, c'est s'organiser et se construire en communauté. Si tu devais imaginer la communauté de demain, à quoi elle ressemblerait ? C'est un peu cliché de dire ça, mais pour moi, ça serait une communauté rassemblée. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'individualisme prend tellement le dessus. Et c'est aussi ça qui fait oublier la force et la beauté de se retrouver avec une multiplicité, une diversité de profils. Donc pour moi, la communauté idéale, ça serait la communauté où il y a plus de frontières, D'accord. où les gens arrivent à se comprendre, à se parler entre eux malgré les différences, que ce soit entre musulmans ou même entre des personnes issues de différentes religions, différentes origines, différents milieux sociaux. Ça serait essayer de comprendre quels sont les liens entre nous, parce que des fois, on peut réaliser en parlant avec une personne qu'on ne connaît pas que finalement, on a plus de points communs qu'avec une personne dont on se sent plus proche au niveau de l'identité. Donc ce serait vraiment essayer de briser ce schéma de la société très individualiste et se recentrer sur un sens de communauté rapprochée où en fait on arrive à ensemble lutter pour les choses qui sont importantes, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi pour le bien commun. Bien sûr, surtout qu'on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Exactement. Ouais. Essayer de comprendre l'autre, je pense que c'est aussi le cœur du sujet du combat contre les injustices. Ouais. Parce que lorsque on comprend la personne qui est en face de nous, on a automatiquement moins peur d'elle parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence entre chacun. Je suis d'accord. Si tu devais résumer ton combat en une phrase, celle que tu aimerais qu'on retienne de toi, ça serait quoi ? Alors, je vais reciter Gisèle Halimi, vu qu'on parlait d'elle tout à l'heure. Elle a une très belle phrase qui disait « Ne vous résignez jamais ». Donc j'aimerais reprendre cette phrase pour un peu résumer mon combat, parce que je trouve que c'est très facile de tomber en fait dans une certaine déprime militante lorsqu'on est activiste. C'est parce qu'on a l'impression qu'on est tellement submergé par une actualité extrêmement déprimante et barbante et qu'on va jamais s'en sortir, qu'en fait pourquoi est-ce qu'on se bat alors que les choses ne changent pas. Et pour moi, le fait de pas se résigner, de garder de la résilience en soi, ça serait le cœur de mon idéal militant, parce que ça permet de garder espoir et de se dire que c'est possible, il y a eu des changements dans l'histoire, donc pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas la légitimité d'incarner ce changement-là ? Ok. Merci beaucoup Lina. Merci à toi Elias. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais rajouter un peu un message global aussi, vu qu'on parlait de résiliation, de ne jamais résigner et de garder espoir. Un message un peu général à la jeunesse musulmane, de ne pas hésiter en fait à s'engager, que ce soit de façon locale, associative, dans des collectifs. En fait, il y a tellement de façons différentes de prendre part à l'action et en fait de jamais rester passif face à ce qu'on voit au niveau de l'actualité nationale. Et un message un peu plus précis, donc en lien avec Khlas les clichés, à la communauté des femmes musulmanes, de ne pas hésiter à nous rejoindre. Donc on est un collectif ouvert, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur notre site khlaslesclichés.com, vous pouvez nous proposer des idées d'articles, de projets à faire en commun. Et donc je pense que c'est vraiment important, quand on parlait de sens de communauté, en fait, de se retrouver entre nous. Ça permet aussi de garder espoir, de voir qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles à faire, qu'il y a énormément de projets qui sont mis en place tous les jours. Il y a tellement d'événements, de conférences, de tables rondes, en fait, des choses où on sent que la communauté musulmane, elle est aussi en train de prendre part à son autodéfense et à réussir à porter nos propres voix. Et donc se retrouver entre nous aussi, ça permet au mieux de s'auto-représenter donc, et aussi d'éviter un peu la narrative médiatique où on parle toujours de nous, jamais avec nous. Et donc se retrouver entre jeunes femmes musulmanes ou femmes musulmanes tout court, ça permet de donner un message d'espoir pour dire aux femmes musulmanes, aux musulmans en général et à la jeunesse que c'est possible d'avoir un impact. Merci Lina, merci pour ta lucidité, ton courage et ton engagement. Ton parcours nous rappelle que la foi et la conscience politique ne s'opposent pas, qu'elles se nourrissent mutuellement. Que militer, c'est aussi un acte d'amour pour sa communauté, pour sa foi et pour la justice. À vous qui nous écoutez, l'engagement commence souvent par une lecture, une discussion, une prise de parole. Alors osez, formez-vous et agissez avec bienveillance et conviction. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur M&M. D'ici là, prenez soin de vous, de votre foi et de ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Salam alaikum.